Professeur Didier Raoult, Yanis Roussel, que pensez-vous de l'état actuel de la situation épidémiologique du coronavirus et des dangers qu'il représente? Bien, écoutez, on a plus de cas en France, c'est évident. En même temps, on a plus de recul. Tout ça est à mettre en perspective de ce que nous savons. Vous savez, les infections virales respiratoires, elles tuent 2,6 millions de personnes par an dans le monde. En France, quand ça a été analysé pour une mauvaise année, qui est l'année 2017, pour laquelle on a même conclu à la fin qu'il y avait une diminution de l'espérance de vie à cause d'une surmortalité importante pendant les mois d'hiver qui est attribuée au virus respiratoire. On avait estimé qu'il y avait une surmortalité de plus de 60 000 personnes pendant cette époque-là qui était due au virus respiratoire. Donc c'est pour mettre en perspective ça, quand tous les jours la presse annonce il y a un mort de plus, un mort de plus, avant d'arriver à faire changer les statistiques de mortalité sur les infections respiratoires, il faudra en faire beaucoup. Donc moi je ne fais pas de prédiction parce que ce n'est pas ma nature, il y a des gens pour ça, mais globalement la chance qu'il y ait une augmentation visible au niveau du monde, au niveau de la France, de la mortalité liée aux infections respiratoires, incluant ce coronavirus, est proche de zéro. Je ne crois pas qu'il y aura plus de morts par infection respiratoire. Les infections respiratoires que l'on voit, qu'on commence à voir, ne sont pas par nature ni plus graves, ni moins graves, ni différentes de ce qu'on voit avec les 20 virus respiratoires qui circulent déjà. Et donc son devenir, soit il deviendra le 21e virus respiratoire qui sévira pendant la saison froide, soit il disparaîtra purement et simplement comme le SARS ou s'arrêtera à des zones limitées comme le MERS coronavirus. Est-il plus dangereux que les autres coronavirus? Alors à l'IHU Méditerranée Infection, nous avons un laboratoire de diagnostic qui en routine analyse des prélèvements de patients hospitalisés à Marseille. Et ce que nous pouvons constater depuis que nous mettons en place des analyses systématiques depuis le début de 2020 concernant le coronavirus, c'est que 543 prélèvements ont été testés positifs à une souche de coronavirus qui circule en Europe, les 4 souches étant la souche HKU1, la souche E229, la souche OC43 et la souche NL63. Et parmi ces 543 patients testés positifs, il y en a 2 qui sont décédés. Et auparavant, nous testions déjà les coronavirus. Et de la même manière, nous avons eu en tout 770 prélèvements positifs entre 2013 et 2019 sur le coronavirus, avec 8 patients qui sont décédés. Tout cela nous permet de dire qu'il y a une mortalité qui est autour de 0,8% des coronavirus européens qui circulent en Europe. Et cette mortalité est à comparer au 1,3% qui représente la mortalité du coronavirus chinois dans les pays de l'OCDE. Parce que les maladies et les infections respiratoires, le pronostic des infections respiratoires dépend de la qualité de soins, de la qualité des soins et de l'accès aux soins dans les pays dans lesquels ils sont diagnostiqués. Et ce que l'on constate, c'est que dans les pays développés, la mortalité du coronavirus chinois n'est pas particulièrement différente de la mortalité des coronavirus qui circulent habituellement et qui sont très répandus en Europe. D'ailleurs, la réflexion collective qui est en train de se mener nous laisse tous penser, quand les gens veulent bien prendre un peu de recul, que la mortalité va probablement être du même niveau que la mortalité de la grippe. Donc ce n'est pas quelque chose qui est particulièrement impressionnant. C'est contagieux, ça n'a pas la même contagiosité en fonction des endroits, parce que on commence à le voir chez les gens qui ont cette maladie, pas nécessairement les plus malades. Il y a des gens qui excrètent des milliards de particules virales, ceux-là sont contagieux. Il y en a qui, en dépit du fait qu'ils sont malades, vont excréter 1000 fois moins de virus et donc représentent un risque de contagion qui est moindre. Quelles sont les perspectives de traitement désormais? Alors, on vient, nous, d'avoir notre projet de recherche sur l'hydroxychloroquine accepté et qu'on met en place, avec 2 objectifs. Un, améliorer la prise en charge clinique qui est pour les patients qui présentent une pathologie qui sont relativement graves, et d'autre part, voir si on arrive rapidement, parce que c'est ce que les Chinois ont dit, à faire diminuer le portage viral. C'est-à-dire quand le portage viral naturel se situe apparemment aux alentours de 12 jours, M. Zong a rapporté que sous chloroquine, le portage viral était réduit à 4 jours. Et donc on espère confirmer ces données parce que ça permettra en particulier pour ceux qui sont porteurs de quantité de virus considérables de diminuer cette charge virale et le risque de contamination secondaire.
D'ailleurs, encore une fois, la Chine, maintenant l'Iran, d'autres pays sont en train de recommander en première intention d'utiliser la chloroquine, qui est quand même, là aussi, on a entendu beaucoup de choses, mais vous savez, de connaître les risques toxiques d'un médicament qui est utilisé depuis 60 ans ou 70 ans, c'est beaucoup plus facile que de connaître les risques toxiques d'un médicament qui n'a pas été utilisé, qui commence à être utilisé, pour lequel on n'a aucune idée de la toxicité. Donc le risque n'est pas du tout de même nature. Et encore une fois, nous allons utiliser l'hydroxychloroquine. Écoutez, il n'y a pas un livre de médecine au monde qui ne rapporte pas 2 des traitements que j'ai inventés pour le traitement de maladies infectieuses avec de l'hydroxychloroquine. Donc ceux qui parlent de l'hydroxychloroquine dans les maladies infectieuses et qui n'en connaissent pas l'usage ne lisent pas les livres de référence. Merci beaucoup.